21h, 22h, BFM Business, Paris d'avenir, Nathalie Croiset. Bonsoir, ravi de vous retrouver pour Paris d'avenir. Tous les soirs, des projets, des entreprises innovantes d'Île-de-France et une bouffée d'optimisme. Redonner de la compétitivité à la France, c'est au cœur de la campagne présidentielle. Il y a eu le Made in France dont on a beaucoup parlé. Il y a maintenant la France forte, le slogan de Nicolas Sarkozy. François Hollande préconise, lui, comme il le dit, de mettre le paquet sur les PME et les entreprises intermédiaires. Les chiffres, évidemment, prouvent notre retard, mais des entreprises sont là pour montrer que c'est possible. Les clés du succès des PME qui s'exportent, c'est ce soir dans Paris d'avenir avec Elisabeth Rochas. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice régionale d'UBI France Île-de-France. À vos côtés, Jérôme Malavoie. Bonsoir. Bonsoir. Le PDG de Tress-One. Également Sacha Doliner. Bonsoir. Vous êtes le PDG d'Axiatel. Et enfin Gérard Ayache, le PDG de Smarty. Bonsoir. Avec vous, on va voir justement vos expériences et comment. Alors, c'est pas uniquement une question d'export, c'est aussi une question d'aller s'installer à l'étranger. Ça, c'est véritablement un des enjeux aussi pour nos entreprises. Alors, Elisabeth Rochas, vous qui suivez avec UBI France, Agence française, je rappelle, pour le développement international des entreprises, 1400 collaborateurs qui sont dédiés quand même à l'accompagnement des PME à l'export. Ça représente en Île-de-France à peu près 4500 accompagnements, c'est ça, auprès de plus de 2000 entreprises. Et alors, j'en parlais, voilà, dans la campagne, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la compétitivité. Alors, ce qui est étonnant, c'est quand on compare, en 2007, par exemple, dans la présidentielle, c'était presque un mot tabou, compétitivité. Donc là, il y a une sorte de prise de conscience. En même temps, c'est très anxiogène. C'est vrai qu'on parle beaucoup du Made in France, beaucoup des inquiétudes. Et dans ce climat-là, voilà, il faut continuer à travailler. Des entreprises travaillent et il faut continuer à donner aussi de l'optimisme. Oui, les entreprises travaillent, les entreprises réussissent sur les marchés étrangers, accompagnées ou non accompagnées d'ailleurs par UBI France, heureusement, qu'il y en a un grand nombre qui réussissent sur les marchés étrangers. En ce qui nous concerne, c'est vrai que nous accompagnons chaque année, nous réalisons à peu près 15 000 accompagnements de PME sur les marchés étrangers et nous nous préoccupons de savoir si elles y gagnent des parts de marché. Nous les accompagnons soit de manière collective, dans des rencontres de partenariats technologiques, sur des pavillons France, sur les grands salons, soit de manière individuelle, en essayant de valider avec eux de nouveaux marchés. Et nous nous préoccupons effectivement avec eux de savoir si les actions mises en place sont couronnées de succès. D'accord. D'ailleurs, on voit, il y a beaucoup d'aides. On dit aussi jamais les PME n'ont été aussi accompagnées. Donc c'est aussi un symbole aussi de cet accompagnement qu'il y a aussi quand même pour les PME françaises. Et ça, il faut le dire. Bon, alors les chiffres malgré tout sont là. C'est ce que je disais. La France qui a perdu 40% de ses parts de marché à l'export en une douzaine d'années à peu près. Mais voilà, il y en a quand même qui sont des leaders dans leur domaine. Et c'est votre cas, Jérôme Malavoie, donc Tress-One. Donc vous êtes leader européen des solutions e-collaboratives de gestion de produits de grande consommation, à la fois pour les industriels et pour les distributeurs de toutes les catégories. On peut dire, vous avez été créé il y a 12 ans, c'est ça? En 2001, donc ça 2001, fait voilà, presque une bonne dizaine d'années. Oui. Exactement, donc à Paris avec des clients comme Carrefour, Auchan, Casino, et vous êtes implanté, vous avez 5 bureaux dans le monde, et pas seulement en Europe, puisque vous êtes aussi à Hong Kong et aux États-Unis. Alors, on est devenu depuis le 23 décembre le leader mondial de notre métier. Même mondial, voilà. Après avoir fait une opération de fusion avec notre concurrent américain. Avec Adgentrix PLM. Avec Adgentrix PLM. Adgentrix ayant été une structure qui avait été construite depuis de nombreuses années par la distribution et par les distributeurs eux-mêmes. Et maintenant, on a réussi à exporter nos technologies et ce qu'on a fabriqué ici, les logiciels qu'on a fabriqués ici en France, avec des ingénieurs français, en partie, en tout cas, grâce au crédit d'impôt recherche, ça a été très important pour nous. Eh bien, on s'est installé dans l'Europe entière et maintenant aux États-Unis. Et je pense que c'est bien, on peut montrer aussi que le logiciel français, il peut s'exporter. Et peut-être aussi parce que comme voilà, vous êtes dédié aussi aux marques de distributeurs qui sont, on va dire, internationalisées maintenant. Typiquement, voilà, les groupes aussi dont je parlais, ils sont pas uniquement en France, mais ils sont partout dans le monde. Donc ça aussi, c'est ce qui fait votre force. Ça a été pour nous un élément important de notre croissance, c'est que les grands clients français que vous avez cités tout à l'heure, Carrefour ayant été le premier à nous faire confiance, les autres ont suivi tout de suite, nous ont aidés par leur réseau international à aller nous implanter dans d'autres pays, en Espagne,
pour certains, dans les pays de l'Est pour d'autres, etc. Donc les grandes entreprises peuvent contribuer bien sûr au déploiement international d'une entreprise comme la nôtre, évidemment. Alors une autre entreprise qui se porte bien, c'est Axiatel, Sacha Doliner, donc site de vente en ligne de solutions professionnelles à destination des petites entreprises. Vous avez été créé, vous, depuis moins longtemps, depuis 3 ans, c'est ça à peu près, 2009. Voilà, un siège à Courbevoie, plus de 50 000 clients entreprises, quand même, il faut le dire. Vous êtes présent dans... Plus 60 000. Maintenant, 60 000, voilà, ça va encore plus vite que quand les chiffres sont affichés sur Internet. C'est ça qui est toujours formidable. Et donc voilà, on a plus d'une dizaine de pays, 12 je crois, vous êtes dans 12 pays. On est présent actuellement dans 10 pays. Donc certains pays d'Europe comme la France, l'Italie, l'Espagne et aussi certains pays en dehors de l'Europe comme le Brésil. Et alors, il faut savoir que vous avez 65% à peu près de votre chiffre d'affaires qui est justement réalisé. Maintenant, c'est 70%. Ah bah voilà, là aussi, ça va toujours plus vite que ce qui est affiché sur Internet. On avance assez rapidement, et puis c'est une part qui est amenée à diminuer, puisque effectivement, plus on va se développer à l'international, plus on va avoir de pays, moins la France va représenter un point important chez Axiatel. Voilà. Et là, vous êtes typiquement aussi sur un marché, comme je disais, finalement, là, c'est autre chose, mais sur lesquels, voilà, il y a une forte demande, et finalement, là aussi, on est sur des solutions. Alors, évidemment, il ne faut pas de solution globale, mais en tout cas, un besoin qui est international. Alors, il y a effectivement un besoin international. C'est le besoin des TPE d'acheter des solutions peu chères, d'acheter des solutions comme nous on propose avec 30 jours d'essai gratuits et sans engagement pour les TPE. Donc vraiment, c'est l'idée de ne pas faire d'investissement, c'est l'idée de ne pas s'engager, d'avoir des charges variables. Ça, c'est global. Et effectivement, après, on doit localiser pour chaque pays, pour chaque marché, pour chaque culture, notre offre, notre approche. D'ailleurs, je crois que vous avez sensibilisé aussi, tous vos salariés sont relativement jeunes, parlent plusieurs langues. Enfin, tout à fait. On a, je crois, à peu près 13 nationalités représentées chez nous. Et effectivement, voilà, c'est des équipes locales. On a la spécificité de ne pas avoir d'implantation physique à l'étranger. On opère tout depuis Courbevoie, mais effectivement avec des équipes locales de personnes natives. Alors, dernière entreprise encore plus toute jeune, chez Ariash, Smarty, vous, c'est la création l'année dernière, c'est ça? Plus jeune du plateau, contrairement aux apparences. Exactement, voilà. Et donc, vous développez un nouveau système d'information et de diffusion pour smartphone, conçu en France, ça, il faut le dire. C'est conçu justement par la société, un Smart System. Elle se présente d'ailleurs comme un vitaliseur d'innovation, ce qui nous intéresse, nous, à Paris d'avenir, évidemment. Et donc là, alors, la particularité, voilà, à peine vous vous êtes créé, vous avez déjà un bureau à la Silicon Valley, c'est ça? C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui dans le domaine de la communication par mobile. Et quand on parle de communication par mobile, on parle de communication globale. On est forcément sur le monde entier. Il n'y a pas de frontières pour les mobiles, il n'y a pas de frontières pour Internet, ça on le savait déjà. Mais là, avec les smartphones, les tablettes et tous ces nouveaux supports d'expression, on est obligé d'être immédiatement global. Et donc la décision d'aller sur les territoires étrangers n'a pas été très longue à prendre. C'est tout naturel. Elle est immédiate, elle a été conçue dès l'origine même de la société et de cette aventure. Et nous y sommes effectivement en même temps que la France et que d'autres pays. Pour nous, c'est une vision beaucoup plus globale que de dire on fait un choix opportuniste d'aller sur tel pays ou sur tel continent. On dit parfois que le marché américain, il est le plus difficile, il est le plus structuré. Bon, mais quand on arrive aussi dans un secteur comme le mobile, ça doit pas être trop compliqué, pas si compliqué que ça d'aller s'installer? Alors, c'est un marché qui est structuré, c'est un marché qui a une culture qui est très différente de la nôtre, mais qui est très, très instructive. Et je crois qu'une start-up, car nous sommes une start-up qui veut partir sur l'international, a intérêt à comprendre la culture des pays et des territoires avec lesquels elle va. C'est une expérience et en termes financiers, c'est une expérience valorisable. C'est-à-dire qu'on évite des erreurs, on va beaucoup plus vite d'emblée, on crée une culture d'entreprise globale qui est orientée vers l'international tout de suite, ça fait gagner beaucoup de temps, ça évite beaucoup d'erreurs et ça permet du coup d'assurer la viabilité de l'entreprise. Donc contrairement à une idée reçue qui dirait que aller sur l'international, c'est un investissement lourd et parfois stressant pour les entreprises. Au contraire, c'est un investissement tout à fait profitable. Oui, voilà, on a commencé un petit peu à évoquer aussi les questions, les freins qu'il pouvait y avoir, mais ça, on va y revenir après une première pause dans Paris d'avenir sur BFM Business.
On le sait, le commerce extérieur français a atteint un déficit record en 2011, près de 70 milliards d'euros selon les chiffres des douanes, une balance commerciale plombée par la facture énergétique. Les entreprises françaises sont également encore trop peu présentes sur les marchés émergents, mais certaines ont trouvé aussi comment s'installer ailleurs. Les clés du succès de ces PME qui s'exportent, c'est le thème ce soir de Paris d'avenir avec Elisabeth Rochas, directrice régionale du Bifrance Île-de-France, également Jérôme Malavoie, un PDG de Tress-One, Sacha Adeliner, un PDG d'Axiatel, et Gérard Ayache, le PDG de Smartcy. Alors on a commencé un peu à évoquer les clés qu'il pouvait y avoir évidemment au succès. Il y a quand même parfois beaucoup d'interrogations. C'est vrai que vous êtes là, Ubifrance, Elisabeth Rochas, pour les accompagner. C'est ce que je disais, jamais les PME n'ont été autant accompagnées. Je crois qu'Oseo a répertorié à peu près 5000 aides qui étaient disponibles. Est-ce que c'est parfois peut-être un peu trop? Est-ce qu'elles s'y retrouvent? En tout cas, on y travaille pour qu'elle s'y retrouve. On y travaille avec l'ensemble des acteurs. Nous, Ubifrance, c'est le dispositif public d'aide au développement des PME sur le marché étranger. On y travaille aussi avec les régions pour que ces dispositifs se complètent. On a encore du chemin à faire. Ce qu'on doit dire quand même, c'est que depuis 2010, la chute inexorable du nombre d'entreprises exportatrices françaises a été stoppée. On est sur de nouveau une croissance. Certes, ça ne croît pas aussi vite que nos importations. De l'ordre de 3%, mais voilà, ça revient pas aussi vite que nos importations. Mais ça y est, la prise de conscience est faite dans la tête de tout le monde, en tout cas de tous les dispositifs, et aussi d'abord dans la tête des patrons de PME qui, on le voit autour de la table, qui conçoivent l'international comme une chance de se développer et non pas seulement comme un risque. Et ça, cette approche culturelle de l'international, elle est fondamentale parce que c'est d'abord le risque de l'entrepreneur et c'est son choix. Et nous essayons de l'accompagner. Vous avez cité Oseo. C'est vrai que Oseo est engagé sur le soutien à l'innovation, à l'investissement et à l'internationalisation des PME avec Ubifrance. Et c'est là-dessus qu'on essaye de travailler pour rationaliser ce système d'aide. Alors où est-ce que le bas blesse? On préfère parler d'accompagnement que d'aide. Alors on va dire où est-ce que le bas blesse? Voilà, s'il y a autant d'aide, autant de soutien, autant d'accompagnement et que finalement, voilà, les chiffres sont là, même si vous dites que ça a redémarré Ça a redémarré depuis 2010. Oui, on est quand même, par exemple, en 2011 sur plus 9% de commerce extérieur avec notre premier partenaire, l'Allemagne, plus 5% avec la Chine. Donc, on est toujours, on parle toujours de ce qui ne va pas. Voilà, le cycle est lent. Il y a encore du travail. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est sans doute peut-être que nous ne touchons pas suffisamment encore peut-être de PME, puisque j'ai dit tout à l'heure qu'on faisait 15 000 accompagnements de PME par an. Ce qu'on essaye de faire, c'est de se concentrer sur un accompagnement qualitatif et se préoccuper de ce qu'on met en œuvre marche et fait gagner des parts de marché aux entreprises. Donc voilà, toujours plus de communication, toujours plus de donner envie d'y aller et de faire connaître ces outils. Je crois que c'est là que ça se passe. Gérard Ayache, vous vouliez réagir? Je crois, en vous entendant, ça me fait penser à cette histoire qu'on a vue il n'y a pas très longtemps de la température ressentie. Vous savez, il fait moins 2, mais en fait, on a moins 15. C'est un peu la même chose avec les aides qui sont apportées aux PME. Je crois qu'effectivement, les chiffres, les statistiques doivent certainement montrer qu'il y a beaucoup de choses. Il y a 5000 aides qui sont proposées, mais un patron de PME ou quelqu'un qui veut affronter le marché international est très souvent perdu devant toutes ces Oui, c'est ce que je disais. Voilà, il y a un accompagnement, mais il faut qu'il puisse savoir où aller, à qui s'adresser. C'est excessivement chronophage, c'est des dossiers très longs à monter la plupart du temps, sauf rares exceptions. Donc c'est quelque chose, je pense pas qu'on puisse uniquement compter là-dessus. Je crois qu'il y a la fibre effectivement de l'entreprise, il y a le risque dont vous parliez, ça c'est vrai. Il faut avoir aussi une vision par rapport à sa société. Nous, pour Smartcy, on a eu d'emblée, je vous le disais tout à l'heure, cette vision de conquérir et d'avoir pas seulement grappillé quelque part de marché, mais avoir une position de leader sur notre technologie. Et je crois que ça, c'est l'aspect primordial. Et c'est peut-être cette idée d'une culture d'entreprise, de justement, Jérôme Malavoie, aller plus que jamais. Peut-être il y a une méconnaissance encore peut-être des marchés internationaux et ne pas hésiter à y aller.
Je pense que pour aller à l'international, il faut préparer ses équipes. C'est-à-dire, on décide pas d'aller à l'international comme ça, on entraîne ses équipes. C'est-à-dire qu'il faut avoir une équipe, c'est comme une équipe de foot, il faut l'entraîner, il faut avoir des champions. Donc nous par exemple, on a décidé en 2008, alors qu'on n'avait aucune raison de le faire, on a décidé que la langue officielle de la société serait l'anglais. On a même dit le poor English. Mais globalement, on a décidé que ce serait l'anglais. Et j'ai demandé aux collaborateurs de faire leur compte rendu en anglais, même quand ils étaient entre Français. Donc ça veut dire finalement un peu perdre de sa particularité française. On ne peut pas faire autrement. Il faut rendre toute l'entreprise internationale, que tout le monde comprenne ce que c'est que l'international. On a envoyé des gens à l'étranger, on a acheté une première société à l'étranger, on y a envoyé un certain nombre de gens, et globalement, petit à petit, on arrive à entraîner une équipe, à avoir une approche beaucoup mieux préparée pour l'international, parce que si on a une équipe et qu'on y va, et qu'elle n'est pas préparée, c'est très très difficile de réussir, ou du moins on perd beaucoup de temps et on peut perdre beaucoup d'argent. D'ailleurs, ça peut sembler anecdotique, mais les noms de vos sociétés, Tress-One, Smartsea, Axiatel, ça passe très bien aussi à l'international. C'est vrai que ça n'a pas non plus de connotation totalement française, voire vraiment c'est pas né à Vesoul. Oui. Une réaction à tout ce qu'on dit justement sur ces enjeux à l'international. On dit aussi souvent, parce que vous aviez dit, voilà, vous avez une force aussi assez jeune, hein, Sacha Doliner, avec vous à Axiatel aussi. On n'a pas encore aussi toujours une capacité à installer véritablement la fonction marketing en France, comme aussi un véritable bras armé de la croissance de l'entreprise. Enfin, nous, c'est dans notre ADN de départ. En fait, dès le départ, on a choisi dans notre stratégie de départ de ne pas rester sur un marché franco-français, mais de tout de suite commencer une activité internationale. Donc on n'a pas ouvert les 10 pays d'un coup, mais on a tout de suite commencé avec 3 pays, et très rapidement on a été sur d'autres pays, et effectivement à chaque fois c'est tout à fait ça part du marketing, et effectivement le marketing après c'est les équipes commerciales, les équipes de service client qui sont des équipes de natifs, mais qui travaillent effectivement nous de façon centralisée depuis Paris. Alors vous qui êtes assez jeune aussi, on dit peut-être, est-ce que dans le système éducatif on éduque aussi suffisamment, ça commence à avancer à l'idée de devenir aussi international et de ne pas être uniquement dans sa bulle française? Malheureusement pour le moment pas assez, clairement pas assez. Aujourd'hui, je crois que culturellement, on n'a pas l'habitude, on n'a pas le réflexe en France de tout de suite tourner son activité vers l'international, alors que le marché, par rapport surtout à des entreprises technologiques, nous on vend des produits, des services complètement dématérialisés, donc ça fait pas mal de sens assez rapidement, pas de problématique logistique, donc de le faire à l'international. Et aujourd'hui, il y a des pays peut-être plus petits, peut-être qui ont eu depuis plus longtemps l'habitude de travailler avec les autres, où c'est plus évident qu'en France. En France, c'est... Jérôme Malavoie. On travaille en particulier, je suis tout à fait d'accord, on travaille nous beaucoup avec des équipes en Israël, et on est en contact avec les gens d'Israël. La culture internationale d'Israël est absolument incroyable. Ils savent qu'ils ont un petit marché, et que là, ils peuvent réussir en étant international. 80% des sociétés cotées hors société américaine du Nasdaq sont israéliennes. Voilà. Donc si on prend des chiffres comme ça... Est-ce que ça veut dire que toutes les sociétés peuvent réussir à l'export et aller s'installer ailleurs? Elisabeth Rochas, vous pouvez suivre. Pourquoi pas, mais en fait, dans la ligne droite de ce qu'on vient de dire, pour peu que ce soit une culture partagée dans toute l'entreprise, que ce soit un choix stratégique du patron et de l'entreprise et un effet d'entraînement. Moi, ce que je voulais dire sur l'envie, en tout cas des jeunes générations, au niveau du Bifrance, vous le savez, on travaille on propose aux entreprises une solution qui s'appelle le volontariat international en entreprise. On a plus de 7000 jeunes en ce moment en mission professionnelle dans le monde pour des entreprises françaises de toute taille. Plus de 7000 jeunes, ce sont des gens qui vont devenir demain, qui sont dans la fourchette 28-29 ans, qui vont devenir les patrons de l'international, qui vont y rester, qui vont faire carrière. Eh bien, en fait, on a en ce moment 7200 jeunes en mission professionnelle dans le monde pour des entreprises françaises, sous cette procédure publique. Mais on a 30 000 candidatures en base. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de jeunes qu'on imagine
jeunes qui voudraient partir faire du business déjà dès leur premier emploi pour des entreprises. Donc l'envie, elle y est. L'envie, elle y est, et voilà, ça bouge. Un mot, Gérard Ayache. Oui, je crois que effectivement, il y a une appétence pour l'international. Je crois comme l'élément culturel. Peut-être une envie aussi d'aller carrément travailler ailleurs, mais bon, ça. Oui, il y a ça aussi, l'envie d'aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Mais malgré tout, je crois qu'il y a quelquefois, on ne peut même pas se poser la question. Oui. Je vois dans notre activité Smarty, où il s'agit de mobile, il s'agit d'applications smartphone et de contenu généré, c'est quelque chose qui est ouvert à tout le monde, qui est ouvert au grand public, aux grandes entreprises. Il y a des très grands comptes qui travaillent avec ces technologies-là, mais on ne peut pas maîtriser les frontières. On est au-delà des frontières. Donc, face à cette situation, on est obligé d'être tout de suite sur l'international. Et là, effectivement, on peut raisonner avec notre culture. On n'est pas obligé peut-être de perdre notre culture et notre langue. Non, on peut au contraire. Je crois que la culture européenne est très importante pour affronter le marché américain, qui est très différent du nôtre. Mais nous, on a un effet de perspective qui est tout à fait positif par rapport à l'état du marché strictement américain. Alors, on a commencé à apporter un peu les clés, mais on va se retrouver après une nouvelle pause et le journal de l'économie sur BFM Business. Ce sont les grands pays émergents, les BRIC, comme on dit, qui ont permis à la France d'augmenter de 50 milliards d'euros ses exportations et de créer ou de préserver, en tout cas, grâce à cette augmentation, plus de 120 000 emplois en 2011. Il faut le dire, cependant, les grands émergents ne représentent encore que 5% de nos débouchés commerciaux contre environ 10% pour l'Allemagne, puisqu'on se compare souvent, évidemment, à l'Allemagne. Mais il y a des entreprises françaises qui réussissent à l'international, il faut le dire. Les clés du succès de ces PME qui s'exportent, c'est ce soir dans Paris d'Avenir avec Elisabeth Rochas, directrice régionale du Bifrance Île-de-France, également Jérôme Malavoie, PDG de Treswan, Sacha Doliner, un PDG d'Axiel, et également Gérard Ayache, le PDG de Smarty. Alors on va tourner, on a vu un petit peu évidemment les freins qu'il pouvait y avoir, peut-être un peu culturels dans notre éducation aussi, apprendre à aller vers l'international. Il faut le dire, il faut le répéter aussi, les atouts que ça peut représenter, parce que c'est vrai comme ça peut sembler un risque, Elisabeth Rochas, mais c'est vrai que des entreprises qui s'implantent pour la première fois à l'étranger, il y a des chiffres à l'appui. Au bout de 3 ans, dans les 3 années qui suivent leur implantation, il y a une croissance beaucoup plus rapide en termes de production, d'effectifs aussi, même d'exportation. Oui. Et nous avons fait avec Oseo le lien entre l'innovation et l'international, la réussite de l'internationalisation de cette innovation. On dit dans nos environnements que le premier outil d'internationalisation des entreprises, c'est le crédit d'impôt recherche. Il a été cité tout à l'heure. Et voilà, c'est ça. Et c'est vrai que pour ces entreprises qui innovent sur des niches, sur des marchés, nous allons effectivement essayer de les aider à débusquer ces nouveaux marchés pour sortir de cet engrenage du poids de ces marchés historiques de l'Union européenne qui sont nos premiers partenaires, et de débusquer ces nouveaux marchés où il y a des parts de marché à prendre pour les PME. Et c'est la raison, c'est la raison pour laquelle nous orientons dans certaines filières, pour certaines filières, notre programme d'action collective, le programme Export France, vers ces marchés en priorité en 2012. Voilà, ces marchés, alors évidemment, il y a les États-Unis, je parlais des BRIC aussi, voilà, les pays émergents, la Chine. Oui, il y a à peu près des parts de marché à prendre pour tous les secteurs, sauf peut-être en Russie, mais effectivement, pour les BRIC, c'est le cas. Jérôme Malavoie, donc Treswan, je rappelle, un leader mondial des solutions collaboratives de gestion de produits de grande consommation. Vous y êtes allé aussi, alors vous avez ciblé l'international, mais vous y êtes allé progressivement, et notamment si l'Asie... modérément au départ. On y est allé progressivement parce que j'ai pensé, en tout cas c'est culturellement c'est comme ça que nous avons fonctionné, j'ai pensé qu'il fallait qu'on ait une société en France très structurée qui ait vraiment démontré qu'elle était capable de réussir. On travaille avec des clients qui sont les très grands distributeurs et tous leurs industriels, et pour convaincre, il faut montrer que vous êtes capable de réussir dans un pays. Donc, contrairement au projet formidable dont on vient d'entendre parler, on a démarré en étant solide, et une fois qu'on a pu démontrer ça, on a commencé à attaquer les différents pays, et on est présent dans 13 pays maintenant. Donc, c'est une autre façon de faire, et qui a été construite plus progressivement, mais qui aujourd'hui nous donne des positions de numéro 1 en France, numéro 1 en Angleterre, numéro 1 en Espagne. Voilà, ça donne en même temps quelque chose de très très positif pour toutes les équipes. Et Gérard Ayache, Smarty, une réaction à vous qui développez un nouveau système d'information et de diffusion pour smartphone?
Oui, on peut effectivement avoir deux attitudes face à l'internationalisation, soit effectivement une démarche progressive avec une base et des assises fortes dans le pays d'origine et ensuite on développe vers l'international, mais on peut aussi raisonner différemment, c'est peut-être plus une mentalité start-up, qui est de dire on est d'abord opportuniste commercialement, on va répondre à des besoins commerciaux, surtout si on a une innovation. Si on n'a pas d'innovation, c'est plus compliqué, mais si on a une innovation, c'est beaucoup plus fort, donc on va répondre à des besoins commerciaux, on va s'enrichir par le contact avec les clients, avec les grands comptes avec lesquels on travaille, parce qu'on est proche d'eux, on a un feedback immédiat, donc on enrichit son produit, et l'organisation de la société vient presque après. Donc c'est une logique totalement inverse de celle de Jérôme Malavoie, mais je crois que c'est beaucoup plus une mentalité start-up qui est obligée aujourd'hui, si elle détient une innovation, et je crois que c'est la condition sine qua non. Oui, on dit souvent évidemment l'innovation c'est plus jamais facteur de compétitivité. Il faut savoir aussi laquelle, peut-être celle aussi où on peut se positionner finalement, nous aussi français, il faut le dire, peut-être qu'on peut pas être en frontal, on va dire, avec certaines entreprises ou certains groupes internationaux, mais afficher notre différence. Mais je crois que la différence que peuvent apporter les Européens sur les marchés, et les Français plus particulièrement sur les marchés internationaux, c'est pas seulement la technologie, parce que la technologie, il y a des bons dans d'autres pays aussi. Je crois que c'est le sens de la valeur d'usage. C'est-à-dire ce sens de à quoi sert une innovation. C'est pas tellement comment je fais une innovation, mais à quoi elle va servir. Et ça, c'est une dimension qui est relativement originale par rapport à certains pays. Je pense notamment aux États-Unis, où la techno domine. Là, on apporte un usage. On apporte un usage nouveau, une façon d'utiliser une technologie qui est finalement secondaire par rapport à l'usage. Et là, on a une chance de gagner. Sacha Doliner, une réaction aussi, je vous ferai réagir après Jérôme Malavoie. Nous, clairement, on n'a pas eu le choix. Dès le départ, en face de nous, on a des concurrents américains. Et vous êtes site en ligne. On est sur un marché où les acteurs sont amenés à devenir très gros. Si face à nous, face à des Américains, on n'est pas capable tout de suite d'avoir un marché d'une taille assez importante, on a très très peu de chances d'exister. On doit se battre avec eux sur des marchés locaux. Par exemple, on ouvre le Brésil. On doit avoir une offre très pertinente, avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir proposer à la TPE brésilienne nos services. Donc il faut avoir les bons moyens de paiement, il faut avoir les bons accords marketing avec les bons partenaires sur place. Il faut tout de suite avoir une certaine taille si on veut être capable d'aller se bagarrer contre des acteurs qui eux ont un marché intérieur plus grand. Le fameux débat du Made in France, il n'a pas véritablement, enfin pour certaines entreprises en tout cas, il n'a pas lieu d'être. Il faut aussi savoir se mondialiser. Ouais, pour nous clairement pas du tout. Jérôme Malavoie, vous vouliez réagir? Non, je pense que ça dépend des marchés, mais d'une façon générale, je crois que c'est bien qu'une entreprise embrasse un destin international le plus vite possible. Pour nous, la problématique était sans doute un petit peu différente. On doit démontrer on a Walmart comme client aujourd'hui, je suis obligé de démontrer qu'on est extrêmement solide, on ne peut pas juste arriver comme ça. Mais et je pense aussi que c'est intéressant de structurer les sociétés avec une diversité des nationalités. On a dans notre entreprise 20 nationalités différentes. Et ici, dans les bureaux des équipes parisiennes, je crois qu'il y a 10 nationalités différentes. Vous voyez, forcément, ça tisse quelque chose, ça fabrique quelque chose. Et quand vous poussez les gens à l'international, ils y vont avec un peu plus de cœur. Et puis, cette diversité, elle est formidable, elle est très enrichissante. Voilà, donc pas tout à fait perdre sa culture, mais savoir aussi finalement s'ouvrir aux autres pays. Alors, on en a parlé, vous avez dit vous-même à Elisabeth Rouchas que ça bougeait, ça revenait un petit peu. Alors, est-ce qu'on peut être confiant? On y reviendra après une dernière pause dans Paris d'Avenir sur BFM Business. En Allemagne, puisqu'on compare souvent la France et l'Allemagne, en Allemagne, ce sont 400 000 PME qui parviennent à s'exporter quand elles sont environ 100 000 en France. Mais heureusement, il y a des chiffres positifs, notamment le nombre d'entreprises exportatrices qui a augmenté en France d'environ 3%, et celui des entreprises exportant pour la première fois de 10%, donc ce qui prouve bien qu'il y a un petit virage, comme on en parlait il y a quelques instants. Donc il y a donc des clés du succès à l'export, c'est ce dont on parle ce soir dans Paris d'Avenir avec Elisabeth Rouchas, directrice régionale du BIFRance Île-de-France, également Jérôme Malavoie, PDG de Treswan, Sacha Doliner, le PDG d'Axiatel, et Gérard Ayache, le PDG de Smartsi. Alors d'abord sur les perspectives justement des uns et des autres, puisqu'on voit vos succès, vos réussites. Je commence avec vous, Sacha Doliner. Axiatel, plus que jamais une ouverture encore de nouveaux pays. Vous avez parlé aussi du Brésil, où vous importez de plus en plus. Alors on a ouvert au Brésil il n'y a pas très longtemps. Effectivement, pour nous, c'est un enjeu important. C'est un marché de 200 millions
de consommateurs dans lequel il y a effectivement de nombreuses TPE. C'est un marché en pleine croissance, donc il y a énormément à faire. Donc pour nous, effectivement, on nourrit des espoirs importants avec ce marché-là. Il y a aussi des nouveaux services. Par exemple, donc on vient d'acquérir une société qui fait de la création de sites internet, qui est une société française. Notre enjeu là dans les prochains mois, ça va être très rapidement de l'internationaliser et de l'ouvrir dans l'ensemble des 10 pays sur lesquels nous sommes présents. Ça, effectivement, pour nous, c'est un relais de croissance important. Et sur des marchés en fait où ce type de service est moins mature qu'en France, parce qu'effectivement en France, on commence à avoir pas mal d'entreprises qui ont leur site internet. Sur les marchés d'Europe du Sud ou les marchés comme le Brésil, effectivement, c'est beaucoup moins le cas. Pour nous, c'est un potentiel de croissance qui est très important. Alors Jérôme Malavoie, très Swan, toujours quand on devient leader mondial, c'est bon, plus besoin de se développer. Non, vous avez quoi en perspective? Non, on va s'arrêter la semaine prochaine, on part en vacances. Non, je pense qu'au contraire, d'abord c'est une chance, c'est pas du tout un acquis, c'est une chance qu'on a. On a besoin de la transformer. On va évidemment aller s'installer en Amérique du Sud et principalement au Brésil. On va aller s'installer au Canada. Le Brésil est un pays absolument magique. On a encore... Et qui a aussi besoin d'innovation et d'innovation de la part des autres aussi, il faut le dire. Donc ce sont des opportunités qui... Évidemment, c'est plus facile de réussir à l'international quand vous avez une équipe internationale, quand vous avez un produit qui est innovant. On a été une des premières plateformes SaaS, je ne sais pas si les gens sauront ce que ça veut dire, mais c'est une révolution dans le domaine du logiciel. C'était pas si simple que ça. Et c'est quand même plus facile si ce qu'on apporte est un peu disruptif. Et puis c'est mieux si c'est sur un marché qui est en forte croissance. Voilà. Gérard Hayache, alors Smartcy, qui a démarré déjà aux États-Unis, comment vous voyez les choses? On a démarré aux États-Unis avec une implantation à Washington et une implantation qui est en cours en Silicon Valley. On a fait l'inverse de ce qui se fait d'habitude, c'est-à-dire qu'on a choisi la nouvelle Silicon Valley qui est Washington et tout ce territoire de Virginie qui est le fameux America Startup d'Obama. On est en plein dans ce mouvement-là, mais on est aussi du côté bien sûr de la Silicon Valley. On est aussi bien implanté en Amérique latine et notamment avec une tête de pont qui est le Mexique. Vous parlez du Brésil, mais on peut parler aussi du Mexique. Ce sont des pays qui ont une très forte attraction sur ce qui est innovant, ce qui est disruptif, ce qui permet d'apporter pour eux quelque chose de radicalement différent dans leur métier, dans leur organisation. Et Smartcy répond en partie à ce type de préoccupation. On a bien sûr tout un programme d'implantation avec des bureaux de distribution dans certains grands pays européens. On est un peu plus réservé à notre stade de maturation actuel sur l'Asie, qui là on n'en a pas parlé du tout ce soir, mais c'est une autre... C'est étonnant. Mais l'Asie, c'est une autre histoire. C'est peut-être plus compliqué, c'est carrément une autre culture, c'est des problèmes de protection, de propriété intellectuelle, etc., qui sont très complexes. Donc on a mis ça en second plan. Oui, vous y venez plus tard, comme finalement vous l'avez dit tout à l'heure. Il faut aussi on est déjà encore. Vous êtes déjà à Pont, mais vous êtes venu aussi progressivement. C'est pas si facile que ça. Oui. C'est plus difficile. Mais en tout cas, il y a un programme qui est établi et qui vient assez naturellement en fonction des demandes du marché. Alors Elisabeth Rochas, vous avez dit ça bougeait, Ubifrance suit ça de près, on entend parler, c'est ce que je disais aussi beaucoup, de compétitivité en ce moment, de redonner sa place à la France. Parfois certains disent il faudrait vraiment une réforme structurelle totale, c'est vrai que certains en parlent. On voit aussi que la clé là, elle est plus que jamais dans les entreprises, mais les entreprises aussi qui doivent savoir peut-être un peu bouger les lignes, notamment culturelles. La clé, elle est dans les entreprises. La clé, elle est aussi dans notre mission d'entraînement. On a parlé Brésil là tout de suite. Il faut se souvenir que en 2009, c'était l'année de la France au Brésil. C'est une année où Ubifrance a développé avec l'ensemble de ses partenaires et acteurs un programme ambitieux, un volet économique de présence. Et c'est vrai que les relations bilatérales entre le Brésil et la France ont été améliorées depuis 2009. Et c'est que maintenant qu'on commence à voir petit à petit tous ces enjeux de partenariat technologique émerger et poindre. Donc, il faut accepter le fait que le cycle peut être un petit peu moyen long terme. En tout cas, nous voulons rester volontaristes et nous voulons défricher les bons marchés en fonction des secteurs et des filières et de la taille des entreprises. Par exemple, en ce moment, notre effet d'entraînement va être de se dire quelles sont les entreprises qui peuvent aller
en Libye, en Côte d'Ivoire, au Kazakhstan. Voilà, c'est garder cet effet d'entraînement pour détecter les bons marchés, pour les bonnes entreprises, pour les bons produits. Alors, comme je parlais des clés, un mot chacun peut-être rapidement justement sur les clés pour vous de ce succès à l'export, Jérôme Malavoie. Je voudrais juste dire une chose quand même, parce que je pense on est redevable de ça. Nous, on a bénéficié du statut de la JEI. Jeune entreprise innovante. On a bénéficié du crédit d'impôt recherche. Et quand je regarde les comptes sur 10 ans, ce dispositif et l'ensemble de ces dispositifs, mais qu'on a en France, dans ces domaines de technologie, c'est extraordinaire. C'est pour ça d'ailleurs que chacun dit qu'il faudrait que ça soit maintenu, parce que voilà, c'est vrai aussi que c'est un énormément aidé pour développer notre entreprise. Vraiment, je ne suis pas sûr que nous aurions fait la même performance sans cela. Alors, on se serait peut-être pas mal débrouillé parce qu'on a une équipe formidable. Mais vraiment, je voudrais, moi, au moins, ce soir, dire que ces aides-là, c'est exceptionnel. Et j'espère que quel que soit le président qui va être élu, j'espère qu'ils auront à cœur de conserver un dispositif très, 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 très utile, extraordinairement performant, à mon avis, au niveau mondial, pour aider les entreprises innovantes. Alors, un mot rapidement. Vous venez d'utiliser les services du Bifrance États-Unis. Voilà, donc, on était à New York. En même temps, vous avez fait 4 des semaines affaires avec Ubifrance. Voilà. Allez, un mot chacun. Gérard Ariage d'abord. Un mot, je crois que c'est un produit extrêmement innovant d'abord, et un produit toujours innovant dans la durée. C'est-à-dire se remettre en question, le réajuster pour être toujours en avance sur son marché, toujours être le meilleur. C'est pas facile, c'est un gros effort, peut-être un effort plus compliqué encore que de s'installer à l'international. C'est d'être toujours à la pointe dans sa propre innovation. Sacha Doliner, vous aurez le mot de la fin. Donc pour nous, c'est une stratégie globale, effectivement. Ce qui va marcher sur l'ensemble des marchés et c'est la localisation, avoir une démarche localisée, une démarche marketing, commerciale, vraiment localisée, ne pas confondre les cultures, ne pas confondre les pays. Ça, c'est vraiment très très important dans notre démarche. Rapide, Jérôme Malavoie. J'ai juste envie de dire aux jeunes, créer des entreprises. Créer des entreprises, c'est fantastique. Voilà, et même on a fait une émission, on avait dit justement même en temps de crise, comme on dit, il faut créer plus que jamais des entreprises. Donc on a encore donné une bouffée d'oxygène et on a prouvé aussi que les entreprises pouvaient aussi aller à l'international. Donc c'est aussi une de nos forces et il faut le dire. Merci à tous les quatre d'être venus sur BFM Business.